Le 2 décembre 2010, vous avez été élu bâtonnier du barreau de Paris. Avec le recul, pourriez-vous nous parler d'un beau moment qui vous a marqué lors de votre campagne ? Alors, il y a eu plusieurs bons moments dans une campagne comme celle que j'ai vécue. Il y a des moments ludiques, des moments de liens qui s'établissent. Alors, s'il ne faut choisir qu'un moment, je dirais que c'est celui qui m'a permis de réunir trois femmes qui ont marqué notre histoire. Dominique de la Garandrie, dont vous savez qu'elle a été première femme bâtonnier élue du barreau de Paris. Geneviève Augendre, qui a été la première femme avocate d'affaires du barreau, et Gisèle Halimi, dont vous connaissez les combats politiques et de défense des droits de la femme. Donc un moment prodigieusement intéressant, puisque l'idée était de leur permettre de transmettre leur histoire aux plus jeunes générations. Le 1er janvier 2012, vous prendrez vos fonctions avec à vos côtés Yvon Martinet. À vos yeux, quels avantages présente ce ticket bâtonnier, vice-bâtonnier ? L'avantage, c'est principalement la possibilité de déléguer à son vice-bâtonnier les projets phares du programme. Les projets phares, parce que le bâtonnier, il faut qu'il reste mobilisé sur d'abord l'ensemble de son programme et sur l'actualité sur laquelle il faut réagir quotidiennement. Le vice-bâtonnier, dans mon cas, aura deux délégations. La première sera la création de la Fondation Barreau de Paris Solidarité, qui a vocation à fédérer les actions humanitaires menées par les avocats du barreau de Paris, les cabinets, toutes ces actions pro bono, et de communiquer sur cette image de l'avocat qui rappelle les valeurs du serment. Et puis, la deuxième délégation sera la création d'une centrale d'achat ou centrale de négociation, comme vous voudrez, mais qui a vocation à se servir de notre nombre, de notre force, plus de 23 000 avocats, pour pré-négocier des accords qui seront facultatifs, mais qui ont vocation à permettre aux avocats de réduire leurs charges de manière générale dans leur exercice quotidien, mais aussi de mettre du liant dans leur quotidien. Je pense par exemple aux jeunes femmes pour favoriser l'ouverture de places de crèche à Paris, ou encore des accords avec des services SOS Nounou qui permettront de faire le lien entre une audience au prud'homme qui se prolonge et le fait qu'il faut impérativement assurer la relève. La profession d'avocat connaît une révolution numérique. Depuis 2005, les avocats disposent d'un système de communication électronique, le RPVA, Réseau privé virtuel des avocats. Quel est le pourcentage des cabinets parisiens équipés et quel est votre objectif dans ce domaine ? Je crois que nous sommes encore moins de 30% au barreau de Paris équipés. Ce n'est pas le cas d'autres barreaux d'ailleurs qui sont beaucoup mieux équipés. La communication électronique, pour moi, c'est vrai, cela a été un cheval de bataille, parce que ça a même été l'élément déclencheur de ma décision de me présenter, dans la mesure où je suis intimement convaincue que la communication électronique qui nous est imposée par la chancellerie depuis le 1er janvier 2011 et qui va conduire à une dématérialisation des relations entre les cabinets d'avocats et les juridictions sur la durée des 2 ans qui viennent, je considère que ce projet est une formidable opportunité, d'abord de créer un trait d'union entre les avocats, quelle que soit la forme d'exercice. Parce que chaque avocat va être équipé d'une clé sécurisée, lui permettant d'échanger avec les juridictions. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que tous les avocats, même entre eux, même au niveau du conseil, et pas seulement du judiciaire, s'équipe de cette clé et échange de manière sécurisée. C'est la possibilité de nous afficher comme une profession forte, détentrice du secret professionnel et garantissant la confidentialité qui est une des préoccupations de nos clients. Nous devons communiquer sur cette image qui permet de faire de l'avocat un acteur à part entière de la société du numérique. Donc c'est une opportunité. Une motion pour dénoncer les discriminations liées à l'état de grossesse et de maternité a été votée début décembre au barreau de Strasbourg. Le barreau de Paris compte 23 000 avocats, dont 51% sont des femmes. Quelle sera votre politique envers elles ? J'aimerais pouvoir mettre en place un label chance
chance collaboration qui intégrerait la gestion des carrières pour les femmes. Je crois beaucoup à la contamination positive des bonnes idées et je pense que cela existe dans un certain nombre de cabinets et qu'il n'y a pas de raison de ne pas déployer cet exemple. Sur la question qui est le problème des retours au cabinet après une grossesse, il est évident qu'ici, on est sur un manquement à une règle de notre règlement intérieur et que là-dessus, en soi, cela ne devrait pas poser de difficultés. J'aimerais beaucoup qu'une femme d'expérience, voire des avocates honoraires, prennent sous leurs ailes protectrices une ou deux jeunes avocates qui rentrent dans la profession. J'ai moi-même 2 filleules dans cette profession, que j'ai adoptée, je dirais, très naturellement, qui m'appellent de temps en temps lorsqu'elles ont des choix ou des décisions à prendre. Et je vois bien que je raisonne avec mon expérience et que je peux leur apporter une manière de réfléchir, en tous les cas, et d'avancer. Donc il y a cette première option qui est le lien intergénérationnel qui pour moi s'inscrit dans la ligne du barreau impliqué qui est l'un de mes axes de campagne. Et puis la deuxième voie à développer ce sont les nouvelles technologies. Je sais ce que c'est que de revenir au cabinet après un dîner pour terminer un dossier. Je sais ce que c'est que de jongler avec des tonnes de papier qu'on trimballe chez soi, qu'on ramène. Aujourd'hui, tout cela est facilité par les nouvelles technologies. C'est quand même beaucoup plus facile, en fin de soirée, je ne dis pas que c'est une manière de vivre, mais c'est quand même beaucoup plus facile de privilégier la qualité, je dirais, du temps que l'on peut passer avec ses enfants en bas âge et de passer une demi-heure ou 3/4 d'heure à répondre à un courrier, à un client et de consulter sa messagerie en fin de soirée. Et je pense qu'il faut repenser en profondeur le contrat de collaboration pour tous les collaborateurs, mais notamment pour les jeunes mères collaboratrices. Et il ne me paraît pas anormal dans une vie professionnelle qui a plus de 40 ans aujourd'hui, de ralentir pendant une certaine période son rythme professionnel parce qu'on fait le choix, tout simplement, d'être davantage proche de ses enfants. Cela participe de la qualité de la vie. Cela participe aussi d'une nouvelle manière d'aborder à la fois la maternité et la vie professionnelle. Tout cela ne me paraît pas incompatible. Que pensez-vous du projet de réforme de la garde à vue qui prévoit une présence des avocats dès le début de la mesure? Et concrètement, comment les avocats vont-ils s'organiser et de quelle manière le barreau pourrait-il les accompagner? La question sur le principe ne devrait pas poser de difficultés, même si l'on sait qu'il y a de fortes réticences, notamment au niveau des syndicats policiers. La deuxième question est celle de savoir comment le barreau va s'organiser. Et là, vous touchez à une question qui est celle de la rémunération de ces gardes à vue et la disponibilité des avocats. Un barreau comme Paris n'aura pas de difficulté en termes de disponibilité en principe. Sur la rémunération, nous sommes sur l'aide juridictionnelle et vous savez, on ne peut pas imaginer une société démocratique sans que cet accès à la justice soit effectif, soit une réalité. Et si vous comparez avec d'autres pays européens, vous voyez que, par exemple, les budgets consacrés à l'aide juridictionnelle sont beaucoup plus importants, alors même que le nombre de justiciables ne l'est pas. C'est le cas, par exemple, de l'Angleterre. Donc, sur ce terrain-là, il y a une vraie difficulté à voir le ministère de la Justice ne pas investir, je dirais, dans cette aide juridictionnelle et reporter sur les barreaux, sur les ordres, l'organisation de l'aide juridictionnelle. Alors il y a des pistes certainement à explorer. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été proposées par le bâtonnier Castelin.
sur lesquels il sera bon, en tous les cas, de continuer à explorer. Le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a été adopté sans modification en deuxième lecture par le Sénat le 21 décembre 2010, portant ainsi la fusion des professions d'avocats et d'avoués au 1er janvier 2012. Quel est votre avis sur cette réforme? Cette réforme, pour moi, s'inscrit dans la continuité des précédentes réformes. Vous savez que nous sommes un pays dans lequel ce type de réforme prend du temps. Si vous regardez, les agréés ont été intégrés dans la profession en 1971, vous avez les conseils juridiques en 1991, 2011, cela devait être les avoués, donc on a un laps de temps, mais cela fait partie de la famille judiciaire. Je pense que leur intégration dans la profession ne changera pas la nature de la répartition des rôles. Je pense que ceux qui font de la procédure devant les cours d'appel continueront à en faire et que les avocats continueront à avoir besoin d'eux. Donc pour moi, c'est une réforme qui va dans le sens de l'histoire, puisque vous savez que notre histoire judiciaire va vers cette grande profession du droit à terme, mais qu'il faut la construire de manière cohérente, logique, en passant par ces différentes étapes.